Et donc là, j'ai l'immense plaisir d'accueillir notre cadre de santé, Isabelle Rousseau, qui est cadre de santé supérieur hygiéniste et qui est responsable adjoint du CPS Bourgogne-Franche-Comté, qui va non pas faire ses vœux 2022 parce qu'on est déjà en février, mais vous présenter les projets 2022 avec des infos diverses. Je te laisse la parole, chère Isabelle. Merci beaucoup, Michel. Alors, en fait, ce point pour clôturer la journée d'aujourd'hui et proposer ces projets 2022 et surtout quelques points d'information dans la réalité de cette crise Covid qui nous occupe encore tous. Donc, en fait, c'est vrai que c'était compliqué de mettre aussi beaucoup de projets parce qu'on s'est bien rendu compte de la charge qui est encore énormément présente pour toutes les équipes. De la réalité de se remettre à flot. On a pu le voir aujourd'hui sur ce qui était de la réalité de BHRE, ce qui est la réalité de ce traitement des sondes endocavitaires avec ces deux très belles présentations juste devant moi. Et l'idée, ça n'est pas de se remettre sous l'eau trop vite. Donc, en fait, on va être très, très mesuré et peut-être déjà refaire le point sur tout ce qui nous a été proposé aujourd'hui. Donc, le point de présentation au niveau des enquêtes et des surveillances autour de ces missions nationales. C'est vrai qu'il nous est apparu important en préparant cette journée de refaire ce point et de se dire que pour la majorité des établissements, pouvoir être à l'heure sur l'appropriation de ces missions nationales, c'est déjà énorme. Et c'est peut-être effectivement un des points essentiels en termes de programme pour beaucoup d'entre nous au niveau des équipes EOH. Karine l'a dit tout à l'heure, l'enquête nationale de prévalence 2022 qui se profile et qui va effectivement ne pas être une réalité pour la totalité des équipes, mais effectivement être le fruit de ce tirage au sort et pour ceux qui le souhaitent, de s'inscrire dans cette enquête proposée. Alors pour la réalité de cette enquête, il faut effectivement, il y a le tirage au sort qui va avoir lieu sur la base de l'annuaire des CPIAS. J'en profite quand même pour rappeler la nécessité vraiment importante pour l'ensemble des enquêtes qui sont en lien pour pouvoir faciliter le travail de chacun, de pouvoir mettre à jour cet annuaire national des CPIAS parce qu'effectivement, les gens bougent beaucoup au niveau des équipes, les départs, les arrivées, et il est important de pouvoir suivre, et c'est vrai on le répète régulièrement, mais c'était important de leur dire aujourd'hui, vous avez sur le site du CPIAS la possibilité de venir mettre à jour les mouvements au sein de vos équipes pour pouvoir effectivement alimenter et que cet annuaire puisse être régulièrement à jour. Donc effectivement, ces enquêtes, surveillance, tous les travaux qui peuvent être proposés par d'autres CPIAS, et là typiquement l'enquête autour de la désinfection de ces sondes endocavitaires à laquelle effectivement le CPIAS Bourgogne-Franche-Comté s'est associé pour proposer cet audit. Tous ces éléments-là sont effectivement extrêmement déjà intéressants, on n'est pas forcément tous à l'heure, donc voilà, c'est vraiment ces enquêtes et ces surveillances qui nous paraissaient importants de pouvoir relayer aujourd'hui. 2 ou 3 points qui nous semblent aussi très importants de signaler. WebAES, on en a parlé ce matin dans la présentation de Nathalie. Vous pouvez effectivement vous inscrire sur cette surveillance. Alors effectivement, ce n'est pas toujours les EOH qui le pilotent, mais souvent ce partenariat entre les EOH et les services de santé au travail. Donc effectivement, WebAES est un outil que nous avons donc au niveau du CPIAS Bourgogne-Franche-Comté développé et pour ce qu'il nous a été permis de découvrir sur le programme national de prévention des risques infectieux sur 2022-2025, la surveillance des AES est citée et reste notée comme importante. Donc, effectivement, en termes de surveillance, l'accès par cet outil web et dématérialisé sur le site du CPIAS reste effectivement effectif et intéressant. 2 points pour lesquels nous souhaitons avoir votre avis. Et c'est là où peut-être je vous demanderai s'il vous est possible de me faire un retour par mail. Et il concerne 2 outils qui sont historiquement disponibles au niveau du CPIAS
Bourgogne-Franche-Comté. Le premier par rapport à BMR Manager, qui effectivement a été mis au point il y a plusieurs années maintenant, qui n'a pas bénéficié d'évolution dans sa structure depuis plusieurs années. On avait pu en faire le point avec Céline Bouvier-Slecovec, qui l'avait proposé il y a plusieurs années à nous tous. Et là, le fait de se dire, est-ce que cet outil vous est encore utile? Est-ce que vous souhaitez qu'il puisse bénéficier d'une évolution? Et auquel cas, nous le signaler pour que nous puissions effectivement y travailler et vous proposer une nouvelle version de ce BMR Manager. Alors, pas là tout de suite maintenant, mais qu'on puisse la programmer pour autant qu'elle vous soit utile. Effectivement, on n'a pas forcément le retour sur l'appropriation que vous pouvez en avoir. Et là, pour nous, c'est important d'avoir ce retour et savoir si cet outil vous est utile et important. Et le deuxième outil qui est encore disponible sur le site du CEPIET depuis plusieurs années, c'est effectivement cet observatoire des décès qui était effectivement adressé en cible aux équipes opérationnelles en hygiène avec l'objectif d'identifier la part de la mortalité hospitalière qui est attribuable aux infections nosocomiales. Et à partir de là, de pouvoir investiguer les décès qui sont imputables à cette infection nosocomiale. Donc, en fait, la méthode, c'était effectivement à partir d'une liste exhaustive des décès au sein d'un établissement en Bourgogne-Franche-Comté, de renseigner donc un questionnaire qui est un questionnaire relativement simple, puisque effectivement, c'est la date, l'unité où est survenu le décès, l'anonymisation des 3 premières lettres de la personne qui est décédée, et de pouvoir faire le lien avec, effectivement, y avait-il ou non une infection au moment du décès de cette personne, et si oui, effectivement, quelle était-elle, quel site pouvait-elle toucher, et est-ce qu'il y avait la notion d'une infection nosocomiale ou non, notamment avec ce critère de 48 heures après l'admission du patient. Et puis, le lien intéressant qui était fait, c'était effectivement la notion du score MACCAP de la personne décédée et effectivement de pouvoir s'interroger et de pouvoir revenir sur ces dossiers dès lors que le décès du patient n'était effectivement pas attendu dans une période, le décès du patient n'était pas attendu. Et là, effectivement, pour ces 2 scores-là, le MACCAP 0 et le MACCAP 1, de pouvoir se dire que là, il était intéressant très certainement de pouvoir revenir sur le dossier du patient. Alors, effectivement, cet observatoire des décès, si vous suivez un petit peu son évolution dans le temps, elle a été utilisée depuis plusieurs années, 2015, son démarrage, et effectivement, un nombre relativement constant d'établissements qui l'utilisent, qui trouvent effectivement cet outil et qui le gèrent. Et puis là, effectivement, une chute à partir de 2020 et 2021. Alors évidemment, l'hypothèse très probable, c'est que les établissements qui étaient historiquement utilisateurs de cet observatoire, du coup, n'ont pas pu le renseigner faute de temps. Donc, là encore, intéressant pour nous de pouvoir savoir si cet observatoire continue de vous être important et de le laisser effectivement disponible pour vous. Par contre, je suis un petit peu embêtée. Voilà, merci. En termes de groupe de travail, on a pu le voir, nous sommes déjà au mois de février, beaucoup de projets à rattraper autour de toutes ces surveillances et tout ce qu'on a pu voir sur la diapo précédente. Et là, le fait, en lien avec la présentation de Nathalie de ce matin, de vous proposer la reconstitution d'un groupe de travail qui a été, qui n'a pas pu se tenir au printemps 2020 du fait de la crise Covid, et le fait de nous réunir pour les personnes qui étaient déjà inscrites dans ce groupe de travail et qui souhaiteraient continuer, et pour d'autres qui souhaiteraient nous rejoindre, le fait de se manifester auprès de moi pour reconstituer cette équipe et pouvoir travailler sur
l'actualisation du kit BHRE que nous avions porté donc, sur ce groupe historiquement RF Klein et aujourd'hui CEPIAS Bourgogne-Franche-Comté pour réactualiser ce kit BHRE et donc de pouvoir vous accueillir et redéfinir un groupe de travail avec un calendrier en fonction des personnes qui se manifesteraient pour revenir travailler ici. Donc, deux points qui seront importants à travailler, et là, encore une fois, on ne va pas réinventer ce qui existe déjà, c'est le fait de pouvoir se mettre en lien avec deux outils travaillés, la notion de repérage, hein, c'est ce qu'on discutait tout à l'heure avec la présentation de Nathalie, le fait de pouvoir identifier le patient porteur d'une BHRE, potentiellement le patient exposé, contact, qui pourrait nécessiter encore d'être suivi. Et pour ça, de pouvoir voir avec un cahier des charges que nous pourrions aider à rédiger pour revenir vers vos éditeurs de logiciels de DPI, de façon à intégrer des notions automatiques et de pouvoir ne pas se poser la question à chaque fois de savoir si on a des patients qui, entre guillemets, ne sont pas évalués. Alors, différentes possibilités. Effectivement, tout à l'heure, on a eu une intervention qui disait tous nos patients, effectivement, peuvent être repérés à l'admission en passant par les urgences. Est-ce qu'on a bien la certitude que tous nos patients qui rentrent également en entrée directe bénéficient de cette évaluation? Là aussi, là, c'est vrai que le fait de pouvoir travailler en relation avec nos fournisseurs de DPI paraît être vraiment un incontournable. Pour autant, la réalité, c'est que nous ne travaillons pas tous avec les mêmes dossiers. Donc, comment voir pour être le plus aidant possible et du coup, vous aider, vous aussi, au niveau des établissements dans la rédaction de ce cahier des charges. Et puis, historiquement, hein, pour les francs-comtois et les bourguignons, effectivement, c'était cette liste qui apparaissait toutes les semaines et que nous ajoutions, alors comme on pouvait, hein, historiquement, pour certains, c'était des mails qui partaient au niveau des cadres des unités, pour d'autres, c'était effectivement intégré à nos DPI quand on avait pu le faire. Et la notion de pouvoir identifier les établissements et qui peuvent être concernés par ces épidémies. Et donc là, effectivement, un gros travail qui est fait également sur le CEPIAS Grand Est avec un outil centralisé au niveau de cette équipe CEPIAS et qui permet de garder une liste qui soit opérante et qui soit effectivement organisée selon des territoires qui peuvent potentiellement s'appuyer sur les GHT pour avoir des géographies qui soient relativement opérantes. Donc tout ça, il y a déjà des supports qui sont très bien avancés par d'autres régions. Le but, c'est effectivement de repartir de ce qui existe, de réactualiser effectivement nos kits pour qu'ils soient opérants rapidement, qu'ils puissent être aidants et que tout le monde ne perde pas forcément ou ne prenne pas forcément du temps pour refaire tous ces travaux. Voilà, donc ça, c'est le gros groupe de travail que nous voudrions relancer idéalement cette année. Là, fin février, si on peut démarrer sur un calendrier déjà, ce serait vraiment idéal. Donc, appel à vos souhaits de rejoindre ce groupe. Ensuite, il nous semblait quand même important de pouvoir refaire un lien, parce qu'on a bien vu, notamment à l'occasion de cette crise Covid, mais sur tant d'autres sujets, on en a parlé tout à l'heure pour les BHRE, effectivement, du lien que nous avons. Alors aujourd'hui, effectivement, cette communication, elle est centrée sur les établissements de santé, sur le versant sanitaire, mais on se rend bien compte de la vitesse avec laquelle les patients passent d'un secteur à l'autre et de la nécessité de communiquer et de la nécessité d'harmoniser nos travaux pour que ce qui est fait d'un côté puisse bénéficier à l'autre et qu'effectivement, on puisse être opérant par rapport à tout ça. Donc, un des rôles des CEPIAS, c'est effectivement d'animer cette coordination au niveau des établissements médico-sociaux et de la ville. Il nous semblait aussi important de pouvoir en dire un mot aujourd'hui parce que nombre de DOH accueillent des collègues, notamment paramédicaux, qui ont une activité ou partagée entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social, ou bien qui accueillent dans les EOH les collègues qui sont plus en orientation vers les EMH. Donc ça, c'est, vous voyez, hein, sur ce petit graphe, on se rend bien compte que le législateur a souhaité cette évolution et que quelque part, on nous a
emmené tout doucement à structurer notre accompagnement auprès des établissements sanitaires, puis des établissements médico-sociaux, puis étendu effectivement à d'autres établissements médico-sociaux, notamment autour de l'accueil des patients ou des résidents handicapés et des enfants handicapés notamment. Et puis, d'étendre à partir de 2021 pour nous un projet peut-être très singulier qui nous a été proposé par l'ARS à la lumière en fait des difficultés qui ont été identifiées par les secteurs des résidences autonomie et des foyers pour les adultes handicapés autour de la gestion de la crise Covid. Et un retour d'expérience qui a permis d'identifier certaines fragilités et de nous proposer donc d'accompagner ces établissements dans un projet complètement singulier que l'on appelait le volet 2, entre guillemets, entre nous, pour ceux qui en entendent parler au sein des équipes, et qui nous permet effectivement d'accompagner ces établissements. Alors, comment? Eh bien, en ayant créé un groupe de travail avec des hygiénistes organisés autour du CEPIAS et de pouvoir effectivement accompagné à la demande donc, de l'ARS et en partenariat avec le RECA, de manière à essayer de coordonner cette acculturation sur le plan de la maîtrise du risque, de façon globale, et la maîtrise du risque infectieux pour ce qui nous concerne, et donc de pouvoir les aider sur l'identification des déterminants du risque infectieux que nous gérons habituellement et au quotidien, pour qu'eux puissent aussi prendre en charge de façon efficace les résidents qui peuvent être touchés par des risques infectieux, bien évidemment. Donc, cette organisation, avec plusieurs paramédicaux et équipes du CEPIAS, nous permet de mettre à disposition des outils. Donc là, on a effectivement sur le site du CEPIAS, vous allez retrouver cette description avec l'équipe projet, qui est là, donc vous allez retrouver des visages que vous connaissez, par exemple, notre docteur Tiff qui modère cet après-midi et tous les collègues qui sont là, effectivement, vous pourrez les retrouver. Et des thématiques qui vont apparaître sur ce site, sur lesquelles vous allez retrouver systématiquement les soutiens sur les réunions inaugurales, le macro-planning, c'est-à-dire comment on organise cet accompagnement sur cette période de 18 mois. Et surtout, pourquoi on en parle aujourd'hui, c'est que vous allez pouvoir retrouver des thèmes que vous allez peut-être aborder dans certaines de vos structures, parce que vous accompagnez des services de long séjour, par exemple, et que vous allez pouvoir retrouver aussi beaucoup d'outils autour de ce plan qui est effectivement plus centré, qui est moins sanitaire, mais pour autant, il sera certainement intéressant pour vous de comprendre que l'on puisse effectivement faire des ponts entre la réalité des établissements sanitaires, médico-sociaux et en particulier sur ce volet-là. Donc voilà, ça nous paraissait intéressant de vous le montrer. Et puis également de vous parler, puisque ça c'est effectif, c'est un projet qui a démarré en septembre 2021, qui va se poursuivre jusqu'en décembre 2022, et d'une perspective que l'on appelle pour nous le projet passerelle, et qui rejoint le lien que nous souhaitons avoir avec la ville. Donc, on se rend bien compte sur la gestion des antibiotiques, par exemple, et de son bon usage, et d'un usage raisonné, qu'effectivement, toutes les parties prenantes, qu'on soit en sanitaire, en ville ou dans le secteur médico-social, sont concernées. Et là, on part du principe qu'on a la même logique vis-à-vis de la maîtrise du risque infectieux. Et si on raisonne par rapport à la gestion des BMR ou à la gestion des BHRE, ce qui a été notre thème aujourd'hui, on se rend bien compte que le patient qui est hospitalisé dans un de nos services, il est aussi le résident d'un EHPAD, et puis qu'il est régulièrement le résident qui devient le patient et le patient qui repart dans son lieu de vie, que cette gestion des BHRE ou des BMR plus globalement, eh bien, elle va concerner les professionnels paramédicaux et les professionnels médicaux qu'ils exercent en ville ou à l'extérieur, et puis que le CEPIAS peut avoir effectivement et a complètement sa place pour travailler tous les supports dont nous parlons, et qu'en fait, toute cette dynamique-là, il faut qu'on arrive à tisser des ponts, et à tendre des ponts plus exactement, et tisser des liens. Et qu'en fait, on a fait très certainement un grand travail avec cette crise Covid, et que peut-être elle va effectivement nous permettre de continuer de nous parler
de nous parler plus rapidement. On parlait tout à l'heure du renseignement de passerelle, on parlait de passerelle de trajectoire sur les demandes d'admission. On a parlé tout à l'heure de ces liens effectivement avec les autres secteurs. Comment on fait pour se parler plus rapidement avec des services de SSR pour pouvoir tous, on est en fait dans cette vision de comment on fait pour qu'il y ait peut-être des secteurs moins cloisonnés entre le sanitaire, le médico-social et la ville. Et effectivement, la gestion de ces projets passe par là. Donc, Passerelle, on en est vraiment au tout début. Nous avons des liens avec certains professionnels. On est au balbutiement de tout ça sur des CPTS que vous pouvez entendre et connaître dans vos environnements d'établissements de santé. C'est encore trop tôt pour en parler, mais sachez que c'est une réflexion qui est vraiment en cours pour nous et qu'elle est importante dans cette vision de travail. Un autre travail très important et pour certains qui ont effectivement des hygiénistes qui travaillent sur le secteur médico-social, cette notion de DARI. Alors effectivement, ce DARI et ce DARI 2, donc Fatima Berjami est avec nous et elle porte largement, courageusement, de façon, je ne sais même pas qualifier, je pense que ce travail, elle le porte de façon très, très importante. Donc, qu'est-ce qu'est DARI 2 et comment sommes-nous arrivés à DARI 2 ? Alors, 2012, le Programme national de prévention pour les risques infectieux au niveau des EMS attend la mise en place d'une démarche d'analyse du risque. Pour cela, il s'appuie sur un outil qui s'appelle outil DARI. Donc, l'ensemble des établissements médico-sociaux aujourd'hui travaillent avec cet outil de façon à analyser leurs risques et à pouvoir mettre en place des barrières. 10 ans de travail avec ce DARI et le besoin de le faire évoluer, de l'adapter, la demande qui n'est pas qu'une demande régionale à Bourgogne-Franche-Comté, mais bien la demande de beaucoup d'hygiénistes sur d'autres CEPIAS et du coup la création d'un groupe de travail inter-CEPIAS porté par le CEPIAS Bourgogne-Franche-Comté et très largement par Fatima Berjami. Donc un outil qui est en train de voir le jour avec un outil actualisé qui est pensé pour tous les EMS, qui est un outil web qui va intégrer d'emblée une cartographie des risques, basée sur plusieurs chapitres. Donc là-dessus, on est un petit peu sur ce qui se passait sur le premier DARI, avec un socle incontournable qui permettra, autour de 8 thématiques, de pouvoir faire une première photographie de la situation d'un établissement médico-social, quel qu'il soit, de sa maîtrise du risque infectieux. Puis, 7 autres chapitres qui seront des chapitres thématiques qui pourront être renseignés de façon complètement autonome et indépendante en fonction de l'intérêt, de la disponibilité que les établissements auront. On est d'accord que tous les établissements ne sont pas au même niveau de maîtrise, d'acculturation, et que pour certains sont très demandeurs et pour d'autres, ils en sont au tout début de la démarche. Donc cet outil permettra à tous les établissements médico-sociaux de trouver leur réponse pour analyser leur risque infectieux. Ils pourront donc coter chacun des critères au regard du niveau de maîtrise que leur établissement a atteint. Cet outil dispose, en plus d'un audit de système, un système d'audit optionnel, c'est-à-dire basé sur le patient, le résident traceur. Donc ça, c'est vraiment très intéressant puisqu'on se rend compte que l'on dépasse cette notion, tout comme on la dépasse au niveau des unités sanitaires que vous connaissez très très bien, c'est-à-dire qu'on n'en est plus au moment où on regarde si on a un protocole, savoir s'il est ajusté, appliqué, mais que l'on va effectivement rencontrer, lorsque l'on est à l'hôpital, les patients pour voir la manière dont le soin leur a été proposé et pour les professionnels, la manière dont ils l'appliquent. C'est le même esprit que l'on propose sur cet audit système qui sera proposé dans ce DARI 2. Un résultat automatisé qui sera proposé et une proposition de plan d'amélioration de fait. Cet outil dont vous voyez une capture d'écran, il est en train d'évoluer très vite là. Sa disponibilité est programmée pour fin 2022. On reviendra vers les équipes pour communiquer autour de tout ça, mais il nous paraissait important de pouvoir vous faire cette petite photographie d'un projet très large pour le CEPIAS Bourgogne-Franche-Comté
et qui nous occupe bien. Et puis, revenir sur nos outils de communication. Donc, vous connaissez notre site Internet, qui est effectivement aussi le reflet aujourd'hui de notre volonté de pouvoir nous adresser aux établissements sanitaires, au secteur médico-social, à la ville et au grand public. Donc là, je vous ai posé une capture d'écran autour de la gestion de Covid, parce que c'est vrai que c'est ce thème qui a quand même été quasiment monothème pendant 2 ans et qui vous a permis effectivement d'aller chercher des ressources éventuellement sur ce site. Donc, un outil de communication qu'on vous invite vraiment à consulter régulièrement. Et puis, pour nous, des questionnements, parce qu'évidemment, quand on traverse toute cette crise, avec la multiplicité des messages qui tombent dans tous sens, certaines fois des messages qui tombent pour nous et on se dit en équipe, tiens, ça c'est un mail qui serait intéressant à relayer aux EOH. Et alors, comment on le fait? Est-ce qu'on relaie en temps réel le mail qui tombe, qu'on a le temps de regarder, d'analyser, puis de vous proposer? Et puis peut-être qu'il vous noie parce que vous en recevez énormément, puis que vous êtes aussi beaucoup sollicité par ailleurs. Et puis l'idée de se dire finalement, est-ce que le fait de communiquer avec vous régulièrement par le biais d'une newsletter pourrait être une bonne idée? C'est-à-dire qu'on regroupe globalement ce qui peut nous être apparu intéressant pendant quelques semaines, tous les mois, tous les 2 mois, je ne sais pas, et de communiquer avec vous via cette newsletter. L'intérêt, c'est que finalement, on ne vous inonde pas de mails réguliers, mais finalement, on perd un petit peu en réactivité parce que vous aurez peut-être pu lire l'info sur Twitter ou sur d'autres sites parce que vous vous serez effectivement intéressé différemment. Donc là encore, pour nous, important d'avoir votre sentiment. Comment vous voulez que l'on communique mieux avec vous sur ce point-là? Donc, encore une fois, je vous invite à me mettre un petit message en disant, écoutez, nous, les mails en systématique, c'est bien. Nous, la newsletter, ça nous intéresse. Et ça nous permettra, nous, d'ajuster la réponse que l'on peut vous apporter en termes de communication. Et puis, quelque chose que nous allons poursuivre, parce qu'effectivement, depuis 1 an, hein, même depuis 9 mois, de façon plus claire, depuis que nous nous sommes équipés avec ce format Zoom, eh ben, nous l'utilisons pour revenir avec vous sur des thèmes d'actualité. Alors, c'est vrai que depuis la rentrée de septembre, on est revenu vers vous sur les notions de la vaccination, sur la notion des actualités Covid Omicron, là récemment, sur la nécessité de s'adapter, sur les transferts qu'il fallait optimiser, on en a parlé ce matin. Et de notre côté, il nous semble que le format webinaire centré sur un thème d'actualité sur une période courte, sur le 1 heure, 1 heure et demie, est quelque chose qui nous semble être pertinent. Encore une fois, on a besoin de votre retour. De quoi avez-vous besoin? Est-ce que ce format-là vous convient bien? Bien évidemment, il ne se substituera pas aux rencontres que l'on peut avoir. Là, on est encore effectivement en distance, mais demain, on va se retrouver, on l'espère fortement. Mais est-ce que entre les moments où on se retrouve, finalement, quand on travaille sur un thème, ce format-là vous convient bien? En tout cas, nous, il nous semble qu'il convienne, vu le nombre de connexions que nous avons. Donc, encore une fois, donnez-nous votre retour. Et puis là, l'annonce, puisque hier, quand on finissait de préparer cette session avec Karina Struck et Nathalie Floret, on voit tomber le plan de stratégie nationale 2022-2025 qu'on attendait déjà un petit peu avant. Et on s'était dit, finalement, c'est ça que l'on présentera sur cette journée des EOH et président Klein. Et il n'arrivait pas. Et il est arrivé hier soir. Donc, pour nous, la volonté de vous proposer très rapidement, on va dire dans le mois qui vient, très certainement en fonction des congés, et on va voir un petit peu comment on s'organise, mais globalement, on va être sur un créneau court. Le fait d'analyser un petit peu ce plan et de pouvoir vous proposer les axes qui vont vous concerner, vous, de façon singulière au niveau des établissements des EOH, sur le versant sanitaire, mais tous les liens qu'il y aura effectivement entre le médico-social et la ville. Un petit peu tout ce fil conducteur qui est le nôtre depuis un petit moment. Donc voilà. Et puis des dates à retenir parce que évidemment la journée du 5 mai, journée mondiale de l'hygiène des mains, on l'a tous bien en tête. Donc on tentera de vous proposer quelques aides de support de communication ou autres qui sont ce que nous faisons habituellement. Et puis un petit rappel sur cette semaine européenne de la vaccination qui a lieu du 23 au 30 avril. Sous réserve de sa confirmation, pour l'instant, elle est reconduite habituellement. On n'en avait pas de confirmation avec Nathalie au moment où on l'a notée. Et puis 2 dates qui seront, on l'espère, des dates de retrouvailles physiques. Donc,
hôpital propre en Franche-Comté, Bourgogne-Franche-Comté, qui aura lieu donc à Dole. Intéressant parce que Dole se trouve relativement centré dans notre grande région, donc le 5 mai. Et puis, la journée de prévention du risque infectieux pour les EMS, effectivement, ce 15 septembre 2022, également à Dole. Donc, voilà les points qui nous paraissaient importants de communiquer avec vous sur ce programme que nous pouvons vous proposer. En synthèse, c'est toutes ces présentations qui ont lieu ce matin, le groupe de travail BHRE, les rendez-vous de webinaire que nous allons vous proposer. Et puis, eh bien, parce que certainement, vous avez d'autres sujets qui peuvent vous préoccuper. Nous, on a besoin que vous nous fassiez part de vos besoins, de vos demandes, de vos aides. Et puis, retravailler donc tout ça avec vous, soit sous format de rencontre, soit sous format de groupe de travail. Et là, nous vous laissons la parole sur le groupe si spontanément les choses vous viennent. Et puis, peut-être plus simplement par mail quand vous aurez fait le point avec vos équipes sur les programmes que vous pouvez poser chacun dans vos établissements. Voilà, pour ma part, voilà, j'en ai terminé avec cette diapo et puis à votre disposition pour vous répondre. Merci Isabelle pour cette présentation et cette ouverture à la discussion. Il y avait déjà une question dans le chat qui concernait le DARI, mais je vois que Fatima a déjà répondu. Fatima, si elle peut prendre la parole, c'est encore mieux. Oui, alors je suis vraiment désolée. Ma caméra m'a laissé en rade. Impossible de la rebrancher. Donc, du coup, voilà. Non, en tout cas, merci Isabelle pour la présentation et en tout cas, le DARI, ça reste quand même un travail de groupe qu'on essaye de mener pour la fin de l'année. Donc, j'ai répondu à la question. C'est vrai qu'effectivement, de manière officielle, c'est toujours le DARI1, l'outil du greffe qui est d'actualité. Cependant, on est déjà au mois de février. Il est peut-être préférable de temporiser parce que l'outil sera dans une autre démarche qui est complètement dans la démarche continue de la qualité et de la sécurité dans le cadre du risque infectieux. Et il est beaucoup plus global, beaucoup plus complet. Et puis c'est une autre gymnastique intellectuelle face au risque infectieux dans n'importe quel EMS. C'est ça aussi qui est important. Sinon, je vois qu'on a un auditoire extrêmement attentif qui remarque à juste titre que la journée hôpital propre est programmée que le même jour que la journée mondiale. Donc, très certainement, un thème sur l'hygiène des mains lors de cette journée ou un clin d'œil, en tout cas à minima. Donc, n'hésitez pas, faites-nous part de vos besoins, de vos souhaits de voir vivre et poursuivre les outils qui sont disponibles sur le site. Et je vais redonner la main peut-être à Michel ou à Nathalie pour clôturer s'il n'y a pas de questions. Michel, est-ce qu'on te laisse clôturer cette… C'est intéressant. Pardon. Pardon, oui, j'avais une petite question juste par rapport aux différents supports en fait de gestion parce que justement pour pouvoir croiser les données et puis pour pouvoir faire une surveillance efficace, ce serait bien d'avoir en fait un seul support qui sur lequel, pour simplifier un petit peu le suivi et la surveillance, c'est-à-dire de tout faire sur un seul et même site en fait, plutôt que diversifier les supports. Alors, est-ce que je peux me permettre de reformuler plutôt votre question? Est-ce que l'on comprend bien que vous auriez besoin peut-être d'un outil qui regroupe, peut-être comme… Oui, qui regroupe en fait l'ensemble des données et en fait à travers lequel on a toutes les données en fait suivant ce que l'on souhaite déclarer qui a trait en fait à l'hygiène, soit sur un seul et même support plutôt que de se connecter à plusieurs sites suivant ce que l'on veut déclarer et puis ce que l'on veut surveiller.
Alors, c'est vrai que l'organisation en surveillance nationale n'est pas le format qui a été retenu par le législateur, hein, clairement. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des CEPIAS qui portent des missions nationales. Donc, Nathalie Van der Mee on a fait une présentation ce matin sur les surveillances SPIADI. Effectivement, le CPS Grand Est avec SPARES. Ça, c'est quelque chose qui nous est compliqué, nous, à notre niveau, de regrouper dans un seul outil. Ce que l'on peut regrouper peut-être dans un seul outil, et là, Nathalie va peut-être m'aider dans la réponse, mais c'est peut-être des notions comment dire, d'aide. Voilà, exactement. On va partager l'agenda qui peut être donné sur le site du CEPIAS. Après, c'est compliqué de pouvoir grouper toutes les choses parce que les portes d'entrée ne sont pas les mêmes. Donc, je ne sais pas si je réponds bien à votre question, mais c'est vrai qu'on peut difficilement faire vivre sur un même outil des outils historiques tels que ceux que je présente tout à l'heure par rapport à BMR Manager, qui, par exemple, est un outil qui est encore utilisé dans certains établissements et qui rend bien service parce que l'organisation de l'EOH s'est posée sur cette surveillance-là avec cet outil-là. Du coup, je pense que c'est compliqué à répondre favorablement à votre demande. Alors, je me permets de compléter et je mets… Est-ce que vous voyez la page là de… Voilà. Vous pouvez, via le site internet du CEPIAS, vous allez dans Congrès Formation, puis dans Agenda 2022, et vous arrivez sur la page du réseau de prévention des infections associées aux soins, qui est extrêmement riche en informations, et en particulier sur toutes les formations, les surveillances, par exemple, qui sont disponibles, et ça vous permet de vous connecter en fait à chacune d'entre elles. Enfin, Mathis n'est pas une surveillance, mais pour les trois premières, les trois intermédiaires, pardon, celle sur laquelle vous voulez vous connecter. Ça vous permet ainsi d'avoir accès aux méthodologies, à l'agenda, aux données qui sont à recueillir et tous les supports en fait que vous allez utiliser et sur lesquels vous allez vous connecter pour pouvoir travailler cette surveillance. Après, alors, on peut faire l'exercice de mettre sur un diaporama ou sur une page web. Alors, le lien pour les surveillances, on va rerouter sur le REPIAS. Mais on ne peut pas avoir, on n'a pas une seule porte d'entrée pour avoir accès à tout, parce qu'il y a de la surveillance, il y a du réglementaire sur le signalement des infections nosocomiales qui passe par une plateforme ad hoc, il y a le signalement pour les établissements médico-sociaux qui passe par une autre plateforme distincte de celle des établissements de santé. Donc, il y a plein de choses en fait qui sont structurées. Alors, ce n'est pas des tuyaux d'orgue, mais c'est des organisations qui sont néanmoins différentes et qui appellent du coup à les connaître, les identifier et savoir comment en fait y avoir accès. Donc, on peut peut-être faire un digest pour repréciser tout cela, mais d'un point de vue des surveillances, très honnêtement, en allant sur le site du REPIAS, vous pouvez avoir accès à minima aux informations qui concernent spécifiquement les surveillances. Voilà. Mais effectivement, on ne pourra pas vous donner des éléments globalisés partout. Vous voyez bien tout de suite Dr Simon qui nous propose ce travail d'audit autour des sondes endocaves. Concrètement, on ne va pas pouvoir, chacun va se servir, va venir vers ce thème-là s'il l'intéresse, etc. Donc, c'est vrai que c'est un exercice. C'est peut-être aussi pour ça que nous avons, voilà, on essaie de revenir vers vous avec des communications structurées, un site qui vous permet d'avoir une visibilité la plus grande possible, et puis aussi ces communications peut-être avec ces newsletters ou avec ces thèmes pour vous aider au milieu de tout ça. Mais c'est vrai que de tout centraliser, ça nous paraît pas pour l'heure possible. Très bien, merci. Je vous en prie. Du coup, je laisse la parole à Nathalie pour clôturer la journée. En tout cas, merci à vous. C'était vraiment très intéressant. Alors, l'exercice de switch de présentiel à webinaire, finalement, a convenu. On a eu 83 connexions. Il y avait une centaine d'inscrits à la journée.
83 connexions avec cet après-midi ainsi que ce matin. Donc, finalement, on n'a pas perdu en fait en audience en gardant ce format-là. Simplement pour vous dire que nous allons revenir vers chacun des orateurs pour être certain qu'ils acceptent que nous diffusions leur communication. Et voilà, et ainsi que la capsule vidéo que l'on pourra remettre à disposition. Donc ça, c'est sous réserve que chacun d'entre eux accepte, bien évidemment. Et puis, alors, je ne sais pas finalement si en 2022, nous organiserons une journée en décembre ou si la prochaine journée des EOH, on la bascule début janvier finalement. C'est une question qu'il faudra qu'on soulève au sein du CEPIAS et là tout de suite, on ne l'a pas encore fait. On s'était là simplement attelé en fait à l'organisation de cette journée-là. Et puis voilà, j'espère, en tout cas moi j'ai trouvé que les communications étaient... les orateurs ont été très chouettes, les communications très bien. Je pense que c'est vraiment une vraie aide pour vous au quotidien avec l'ensemble des communications qui ont été faites sur les surveillances et en particulier la surveillance SPIADI et puis les outils sur les sondes endocave. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses sur lesquelles vous pourrez vous appuyer au sein de vos établissements pour vous aider à remettre en marche finalement toute cette dynamique-là autour de la prévention, maîtrise du risque infectieux. Donc, je vous remercie pour votre présence à tous. Enfin, l'équipe du CEPIAS vous remercie, il n'y a pas que moi d'ailleurs. Et puis, on laisse couler un peu l'attestation présence au webinaire. C'est une question. Oui, pourquoi pas. Alors, la seule chose, c'est qu'il faut impérativement, parce que le problème, c'est que certains d'entre vous sont identifiés avec leur nom et leur prénom, mais pas systématiquement. Parfois, on peut avoir simplement un numéro ou bien un nom d'établissement, ce qui ne nous permet pas de repartir vers vous et d'avoir votre identité en particulier. Donc, pour ceux pour lesquels il y a l'identité, aucun problème. On peut effectivement faire une attestation de présence. Notre secrétariat pourra le faire aisément. Et puis voilà. Et puis après, encore une fois, n'hésitez pas sur l'appel du pied qu'a fait Isabelle sur les projets 2022. Si vous voulez rejoindre des groupes de travail, c'est bien volontiers que l'on partagera avec vous. Et puis, parce que c'est ensemble, en fait, et sur tous les travaux que l'on fait, c'est bien parce qu'on travaille avec vous, qu'on arrive à produire des choses qui sont utiles sur le terrain. Et puis, on se retrouve, notre prochain rendez-vous, c'est Hôpital Propre le 5 mai, avec des mains propres. Voilà. Et puis voilà. Et puis, bon courage à tous parce qu'on n'est pas encore sorti de cette galère. Et puis, il va falloir encore un petit peu de punch pour dépasser ce Covid qui nous pollue encore un peu la vie là tout de suite. Voilà. Je ne sais pas si mes petits camarades veulent rajouter quelque chose de leur côté. Non. Merci beaucoup à vous pour votre présence. Merci à tous.